Merci. La parole est à Monsieur Paul Jacobi pour le groupe 2RDP. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, simplement deux remarques rapides sur le contexte de crise mondiale et de la compétitivité française dans ce contexte. Alors c'est vrai que je suis un lecteur du Financial Times, monsieur le président de la Commission des finances me l'a rappelé, mais c'est vrai aussi qu'on ne peut pas regarder uniquement ce qui se passe en France, il faut regarder ce qui se passe ailleurs, parce que ça peut bouleverser les conditions d'exécution de ce budget à un point que nous mesurons mal. En 2007, je disais ici que l'on rêvait en pensant que la crise financière américaine ne toucherait pas la France. 6 ans après, à nouveau, nous voilà au bord de l'abîme, sans que nous ayons fait ce qu'il fallait, ni nous ni les autres d'ailleurs, pour éviter d'y tomber. On évoquait tout à l'heure, suite aux remarques de M. Olivier Carré, le risque de taux d'intérêt. Le risque de taux d'intérêt, il est réel. Je veux dire, il n'y a qu'en France qu'on se dit que les taux d'intérêt vont rester bas. Mais quand le monde entier dit qu'on ne peut pas augmenter les bilans de banque centrale à l'infini, il est évident qu'un jour, qui est prochain, c'est d'ailleurs dans la mission de Mme Janet Yellen aux États-Unis, d'essayer d'atterrir sans provoquer la récession, de freiner sans aller dans le mur. Mission d'ailleurs complètement impossible à laquelle a renoncé son prédécesseur, M. Bernanke, parce qu'il ne voulait pas assumer les conséquences de tout ça. Donc le risque de taux est immense. Par ailleurs, les trésors publics ne peuvent pas augmenter sans fin leurs dépenses et sans limite l'encours astronomique de la dette. Aux États-Unis, nous allons atteindre ces jours-ci 16 800 milliards de dollars. On va dépasser ça sans doute, j'imagine, à moins que le crédit soit mis en cause brusquement, ce qui provoquerait d'ailleurs une hausse immédiate des taux d'intérêt à un niveau inouï, plus la crise bancaire derrière. Par conséquent, j'avoue que quand j'entends dire qu'il y a un signe encourageant en ce que nous serions passés de 0,1 à 0,2 ou que nous allons passer à 0,9, je ne comprends pas de quoi on me parle. Nous sommes au bord de l'abîme. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas comment nous allons y échapper. Qu'est-ce qu'on a fait pour éviter ça au plan mondial? Puisque depuis 6 ans, nous parlons de la régulation bancaire. Un seul exemple. Aux États-Unis, il y a 3 ans que l'on a voté la fameuse règle d'interdiction des opérations pour compte propre des banques, la fameuse Volcker Rule. Ça a été fait dans le Dodd-Frank Act. Est-ce que vous croyez qu'on a commencé à l'appliquer aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Les règles d'application ne sont pas encore en place et ça ne s'applique pas. M. Volcker a pris sa retraite définitive et on en est toujours là. Donc nous sommes dans une situation dans laquelle, pratiquement, la liquidité des banques a été augmentée considérablement, la liquidité de la spéculation financière, et aucune règle sérieuse n'a freiné. Au contraire, on voit revenir les choses. Sur les politiques budgétaires restrictives, c'est vrai qu'elles existent, notamment en Europe, à tout le moins n'ont pas démontré leur efficacité à court terme. Rogoff et Reinhardt, que citait M. Carré, Rogoff et Reinhardt ont reconnu quelques erreurs. Leur raisonnement n'est pas fondamentalement faux, mais en tout cas, jusqu'à présent, le retour à la croissance n'est pas garanti par la politique budgétaire rigoureuse. Voilà les remarques que l'on peut faire sur le contexte pour rappeler que c'est un contexte relativement terrifiant et inquiétant. Ça n'empêche qu'on ne peut pas le prendre en compte complètement dans le budget et le gouvernement est bien obligé de faire avec ce qu'il a. Deuxième remarque fondamentale, la compétitivité. L'obligation de compétitivité s'est accrue considérablement avec la crise parce qu'il ne s'agit pas de venir à une bonne compétitivité d'avant la crise. Des pays comme l'Italie, de facto, ou même l'Espagne, ont retrouvé une compétitivité considérable. C'est-à-dire qu'ils ont, par la force des choses, par la chute, l'effondrement relatif des choses, ont retrouvé une compétitivité tout à fait considérable. Alors, pour la première fois en France, c'est un gouvernement de gauche, mais pour la première fois, on a un gouvernement qui prend à bras-le-corps la question et qui fait des choses au lieu de seulement en parler. Moi, je parle très sincèrement. C'est tout de même une évolution fondamentale. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, on peut le critiquer. On doit sans doute le critiquer, on peut l'améliorer. Il n'en demeure pas moins que c'est la première manifestation concrète d'un nouvel état d'esprit tout à fait favorable. Dans le même temps, le gouvernement entreprend la réindustrialisation du pays. Il ne fait pas qu'en parler, il essaie de la planifier, il essaie de l'organiser, et c'est extrêmement positif. Mais ces avancées, qui sont considérables, s'accompagnent de reculs inquiétants dans les discours et dans les faits, je le dis très clairement.
La mise en cause permanente et absurde du crédit impôt recherche est un signal très négatif s'agissant de la disposition la plus favorable, j'allais dire la seule, à l'innovation de tout notre arsenal législatif et fiscal. Merci de conclure, Je conclus, Madame la Présidente, et j'espère que le gouvernement restera ferme sur ce point, comme le Président de la République s'y est engagé. Par ailleurs, je ne rappellerai pas la tentative d'EBE. Bon, elle a avorté, et c'est heureux. Si j'ose dire, l'IVG de l'EBE a été une excellente chose, et par conséquent, j'espère que ça ne se renouvellera pas. Voilà quelques éléments de contexte. Un mot sur la Corse pour remercier par avance le ministre du Budget.